Merci Yann, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je me présente, Luc Brunet, responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. Merci au Syndicat national des directeurs généraux d'organiser ce webinaire. L'affluence montre que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, j'ai un peu le mauvais rôle puisque on va aborder la question de vos responsabilités. Je vais lancer mon diaporama, s'il y arrive. Tac. Les débuts. Excusez-moi. Donc, au niveau de vos responsabilités, on va voir que effectivement, c'est un sujet qui est d'actualité. Vous savez qu'il y a le débat actuellement avec la réouverture des écoles, le débat sur la responsabilité des élus et des fonctionnaires territoriaux refait surface. Alors, tout d'abord, quelques chiffres sur... Luc, on ne voit pas ton diaporama. Ah, alors, attends. Là, c'est bon? Tu as dû oublier le partage d'écran. Vous l'avez là ou pas? Non? Non. Non, alors attendez. Tac, excusez-moi. Est-ce que vous l'avez? C'est bon. C'est bon, voilà. Excusez-moi. Donc, voici quelques chiffres sur la responsabilité pénale des élus et des fonctionnaires territoriaux, sachant qu'ici, c'est toute infraction confondue. Donc, vous voyez que sur la mandature 2014-2020, donc en bleu turquoise, c'est les élus qui ont été poursuivis. En orange, c'est les élus qui ont été condamnés. Donc, sur 1500 élus qui sont poursuivis, vous voyez qu'au final, il y en a à peu près 613 qui sont condamnés, un peu plus de 600. Donc, grosso modo, ça fait 40% de condamnation. Pour les fonctionnaires territoriaux, vous voyez qu'on a moins de fonctionnaires territoriaux qui ont été poursuivis, toute infraction confondue, donc un peu plus de 800, et on estime qu'il y en aura un peu moins de 300 qui seront condamnés. Donc, je ne suis pas là pour agiter le chiffon rouge du risque pénal pour venir vous faire peur, dans la mesure où statistiquement, ça reste heureusement très marginal. Si on prend par exemple le cas des élus, le taux de mise en cause pénale des élus est inférieur à 0,3%. Et pour les fonctionnaires territoriaux, sachant que la population est de 2 millions de fonctionnaires territoriaux, c'est encore moindre. Si on cible uniquement sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire tout ce qui concerne homicide et blessures involontaires, mise en danger délibéré de la vie d'autrui, c'est encore plus faible. Ça ne représente pour les élus que moins de 3% du contentieux pénal des élus locaux. Donc, sur la mandature 2014-2020, on a eu une quarantaine d'élus qui ont été poursuivis pour des infractions d'homicide et blessures involontaires et mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Et vous en avez un peu plus de 10 qui ont été condamnés. Pour les fonctionnaires territoriaux, vous avez une soixantaine de fonctionnaires territoriaux qui ont été poursuivis de ce chef et moins d'une vingtaine qui ont été condamnés. Donc, le risque, je ne suis pas là pour minimiser le risque, mais c'est pour dire qu'il faut prendre du recul par rapport à cette problématique de la responsabilité pénale, ce qui ne veut pas dire que, par contre, il ne faut pas effectivement tout mettre en œuvre, comme l'a dit Yann, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination au sein de vos collectivités, bien évidemment. Alors, qui peut être déclaré pénalement responsable au sein d'une commune? La responsabilité pénale est une responsabilité très conviviale, c'est-à-dire que pour une même affaire, pour un même accident, on peut avoir plusieurs personnes au sein de la collectivité qui vont pouvoir être mises en cause. Le maire, donc le chef de l'exécutif. Alors là, je parle de la commune, mais c'est pareil pour évidemment un EPCI, ça serait le président. Les adjoints peuvent engager leurs responsabilités. Les fonctionnaires territoriaux, évidemment, que ce soit les cadres ou les non-cadres, on verra qu'effectivement, un agent de catégorie C, il peut très bien engager sa responsabilité pénale. Et la collectivité, personne morale, sachant que les communes ne peuvent engager leur responsabilité pénale que s'agissant des activités qui sont susceptibles de délégation de service public. Ce sur quoi il faut être particulièrement vigilant, c'est que la sécurité est vraiment l'affaire de tous, donc c'est pour ça que je parle de responsabilité partagée, et chacun à son niveau pour engager sa responsabilité. Un agent, il est responsable de sa propre sécurité, il est aussi responsable de la sécurité de ses collègues, même s'il n'a pas de rapport hiérarchique avec eux. Et un point important aussi, un élément qu'on peut tirer de la jurisprudence,
c'est que le non-respect par les agents des consignes de sécurité ne constitue pas une cause d'exonération pour l'employeur. D'accord ? Donc attention sur ce point, vous ne pourrez jamais dire l'agent n'en faisait qu'à sa tête. Si l'agent n'en faisait qu'à sa tête, eh bien, que faisait l'employeur? Est-ce qu'il a exercé son pouvoir hiérarchique sur l'agent en question? Donc là, on va avoir notamment une vigilance toute particulière qui va vous incomber, c'est sur le respect des gestes barrières. Diffuser les consignes des gestes barrières, c'est important, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire que derrière, il faudra s'assurer du respect de ces consignes. Si vous vous contentez de diffuser les consignes et puis après de dire chacun fait ce qu'il veut, non, ça ne marchera pas. Donc le juge va être vigilant, si jamais il était saisi, à ce que les consignes de sécurité non seulement ont été diffusées, mais en plus que l'employeur ait tout mis en œuvre pour qu'elles soient respectées. Alors, une ordonnance qui est intéressante, c'est une ordonnance qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2020, qui concerne la Poste. La Poste, vous avez une organisation syndicale qui a saisi le juge des référés, estimant que les mesures qui avaient été prises par l'établissement de la Poste n'étaient pas suffisantes. Et le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 9 avril 2020. Alors là, je ne vais pas cliquer sur le lien, mais le lien est cliquable et vous avez accès à l'ordonnance. Elle fait plus de 20 pages, elle est extrêmement motivée. Alors si je vous la mets, c'est parce que effectivement, vous pouvez aussi l'utiliser, elle est totalement transposable aux collectivités territoriales. Qu'est-ce que nous dit le juge? Le juge nous dit qu'en fait, que pendant cette période de crise sanitaire, on aurait pu penser que le document unique, finalement, oui, c'était une formalité, mais bon, il y a plus urgent. Et eh bien non, le juge judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris vient dire que la retranscription dans le document unique de l'évaluation des risques professionnels reste obligatoire pendant la période d'état d'urgence sanitaire. La crise sanitaire même, je cite, est constitutive d'une obligation soudaine, nouvelle et impérieuse pour l'employeur, ayant immédiatement pour effet de modifier de manière complémentaire et exceptionnelle ses obligations générales d'appréhension des risques professionnels. Celles-ci doivent brusquement porter sur l'ensemble des unités de travail, et on l'a vu avec Yann tout à l'heure, qu'effectivement, dans une collectivité, vous avez plus de 200 métiers, donc ce qui rend la tâche un peu plus délicate. Donc, celle-ci doit porter brusquement sur l'ensemble des unités de travail qu'il estime devoir mettre en œuvre ou maintenir en place au titre de la continuité des services publics. Et il appartient à l'employeur de tenir compte spécifiquement de l'épidémie de Covid-19 et viser, je cite toujours, autant que possible, à l'anticipation et à l'exhaustivité pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Et dernière précision apportée par l'ordonnance du tribunal judiciaire, l'employeur ne peut pas dans ce domaine se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes ou à annoncer des calendriers de réunion. Il doit vraiment décliner dans le concret, toute une gamme de mesures qui s'appliquent par unité de travail. Donc on voit bien que, avec cette ordonnance, on voit bien que loin de constituer en quelque sorte une cause d'exonération, le contexte sanitaire actuel renforce au contraire les obligations de l'employeur en termes de sécurité. Alors, cette ordonnance, c'est le tribunal judiciaire de Paris, donc le tribunal judiciaire n'est pas compétent s'agissant des collectivités territoriales. Par contre, on avait déjà eu une ordonnance en 2015 du Conseil d'État qui concernait, donc là, c'était une collectivité, une administration, et un syndicat avait pu obtenir, grâce à un référé suspension, la suspension d'une décision d'une collectivité qui avait refusé d'ordonner une enquête après un signalement d'un danger grave et imminent. Donc là, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a statué, mais s'agissant d'une collectivité territoriale, on pourrait très bien avoir une décision de référé qui serait prise à l'initiative et effectivement qui relèverait la compétence du juge administratif. Alors, vous savez que dans le Code du travail, vous avez tout un certain nombre de règles qui sont sanctionnées pénalement en matière de santé et sécurité au travail. Notamment, par exemple, l'élaboration du document unique. Une entreprise qui ne le fait pas peut être sanctionnée pénalement, même s'il n'y a pas eu, par exemple, de contamination.
Alors, toute cette partie pénale ne s'applique pas aux collectivités territoriales. Par contre, toutes ces obligations, par exemple le document unique, s'appliquent dans les collectivités. Et si derrière, il y a un accident et que la collectivité n'est pas en mesure, donc en l'espèce une contamination, et que la collectivité n'est pas en mesure d'établir qu'elle avait bien correctement mis à jour son document unique, bien effectivement, ça sera déjà mal embarqué, je dirais, pardonnez-moi l'expression, pour la collectivité en question, parce que si l'obligation ne peut pas être sanctionnée pénalement en tant que telle pour une collectivité, par contre, ça pourra être un des éléments qui sera pris en compte par le juge pour dire que l'infraction d'homicide et blessure involontaire est caractérisée. Alors justement, les violences involontaires, qu'est-ce que c'est? Donc les violences involontaires, statistiquement, on l'a vu, ce n'est pas un contentieux pour lequel les élus et les fonctionnaires territoriaux sont les plus exposés. On a vu moins de 3% du contentieux pénal des élus, moins de 8% du contentieux pénal des fonctionnaires territoriaux. Par contre, les enjeux, effectivement, sont lourds puisqu'on touche à la vie et à l'intégrité physique. Donc l'homicide involontaire, il est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Alors, évidemment, dans le contexte de Covid-19, ça pose question. Il y a un gros point qui peut être, entre guillemets, de nature à vous rassurer par rapport à ça, c'est que il faut toujours qu'il y ait un lien de causalité certain entre la faute qui est imputée au cadre territorial ou à l'élu et le dommage qui a été subi, la contamination. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'un lien de contamination qui serait hypothétique. Or, la contamination, elle a peut-être eu lieu sur le lieu de travail, mais peut-être aussi à l'extérieur du lieu de travail. Donc, si la chaîne de contamination n'est pas clairement établie, il sera très difficile de retenir la responsabilité pénale d'un élu ou d'un fonctionnaire territorial. On distingue 2 types d'auteurs, les auteurs directs et les auteurs indirects. Les auteurs directs sont ceux qui ont été en contact avec la victime. Donc là, on pourrait imaginer, par exemple, Yann parlait tout à l'heure de la poignée de main. Bon, poignée de main, un agent de catégorie C qui serre la main à son collègue et lui transmet le coronavirus en lui serrant la main, c'est un auteur direct parce qu'il a été en contact direct avec la victime. Donc là, pour le coup, sa responsabilité pénale peut être engagée sur la base d'une faute simple. Le fait, par exemple, de ne pas respecter les gestes barrières est pour le fonctionnaire en question fautif. Donc, il engage sa responsabilité pénale. Par contre, pour les auteurs indirects, c'est-à-dire pour ceux pour lesquels qui n'ont pas été en contact avec la victime, donc, notamment, on va dire, le décideur, entre guillemets, eh bien là, une faute simple ne suffit pas, il faut une faute qualifiée. Donc, il y a 2 types de fautes qui peuvent engager la responsabilité du fonctionnaire ou de l'élu, auteur indirect. Soit il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le règlement. Donc là, il faut la violation d'un texte précis qui impose une règle de prudence ou de sécurité. Par exemple, le décret du 23 mars 2020 qui impose tous les gestes barrières et les différentes mesures à respecter. Ou la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer. Donc là, il n'y a pas nécessairement violation d'un texte précis, mais on a pris les risques inconsidérés, on aurait dû avoir conscience des risques qu'on faisait encourir aux autres. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre l'auteur direct et l'auteur indirect, mais dans tous les cas, qu'on soit auteur direct ou auteur indirect, et c'est le principal point, je dirais, d'achoppement pour d'éventuelles poursuites, il faut que le lien de causalité soit certain et non pas hypothétique. Donc encore une fois, ça suppose que la chaîne de contamination soit clairement établie pour pouvoir établir qu'à l'instant T, il y a eu contamination. Alors, quelles sont les incidences en termes d'assurance? Les adhérents du syndicat national des directeurs généraux, vous êtes couverts par le contrat sécurité fonctionnaire territorial souscrit par le syndicat auprès de la SMAC. Donc, en fait, si c'est la responsabilité de la collectivité qui est recherchée, donc là, c'est dans le cadre d'une faute de service, à ce moment-là, c'est le contrat d'assurance de la collectivité. Par contre, sur le plan civil,
Par contre, il est possible que même dans le cas d'une faute de service, il y ait des élus ou des fonctionnaires qui soient recherchés en responsabilité pénale. Et à ce moment-là, c'est la collectivité qui leur doit la protection au titre de la protection fonctionnelle. Par contre, dès lors qu'une faute personnelle est imputée à l'élu ou au fonctionnaire, donc là, c'est la responsabilité personnelle de l'élu qui peut être engagée ou la responsabilité personnelle du cadre territorial. Donc là, c'est le contrat d'assurance personnelle de l'élu ou du fonctionnaire qui va jouer. Et la protection fonctionnelle n'est pas due par la collectivité dès lors qu'il y a une faute personnelle. Lorsqu'on est dans une situation de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, donc là, c'est une notion qui a été créée par la jurisprudence pour permettre l'indemnisation de la victime. Là, elle dispose d'un droit d'option, soit actionner la responsabilité de la collectivité, à ce moment-là, c'est le contrat d'assurance de la collectivité, soit la responsabilité personnelle de l'élu ou du fonctionnaire territorial, et là, c'est la responsabilité personnelle, le contrat d'assurance personnelle qui sera amené à jouer. Et donc, les DGS, vous êtes couverts par le contrat groupe souscrit par le syndicat national des directeurs généraux. Pour me résumer, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est le respect des consignes de sécurité. Attention, ce respect des consignes de sécurité, et notamment donc, les gestes barrières, non seulement diffuser les consignes, mais s'assurer qu'elles soient effectivement respectées. Donc ça suppose un certain nombre, un peu de fermeté, et même beaucoup de fermeté. Et bien préciser dans vos collectivités, et ça c'est pareil dans les entreprises, le qui fait quoi et le qui est responsable de quoi. Parce que lorsque chacun pense que c'est à l'autre d'agir, on sait que la nature humaine étant ce qu'elle est, chacun pense que c'est à l'autre d'agir et donc personne ne fait rien. Tandis que si les choses sont carrées, qu'on sait qui fait quoi, qui est responsable de quoi, c'est responsabilisant et c'est facteur de prévention. Je vous remercie et je passe la parole à Philippe, collègue de la MNT.